Ce que je vais essayer de vous présenter en une petite heure, c'est 12 ans d'enquête sur une ville qui s'est effondrée, donc la ville de Détroit. Et à travers cette enquête, donc, de poser la question des récits qui peuvent nous aider à faire face à la crise non seulement climatique, mais la crise politique dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Donc, je vais commencer tout simplement par me présenter. Je suis professeure de littérature à Paris 8 et ma spécialité, si je peux le résumer ainsi, c'est les catastrophes. Je travaille depuis 20 ans donc, sur la question de la représentation des catastrophes. Dans un premier temps, j'ai travaillé sur les catastrophes historiques, sur la mémoire des massacres et des violences de masse au XXe siècle, avec des corpus littéraires. Dans un deuxième temps, j'ai travaillé sur les catastrophes économiques, les violences sociales, les banqueroutes. Et puis, je me suis rapprochée, disons, du présent en travaillant sur les catastrophes écologiques, sur l'imagination du changement climatique et sur toute l'imagination apocalyptique. Le point commun donc, de tous ces travaux, c'est la question de la violence, bien sûr. Et puis, c'est cette notion de catastrophe. Et juste pour commencer, je voulais introduire cette idée de catastrophe et le sens que je lui donne. Parce qu'évidemment, quand on travaille sur les génocides et les écocides, ce n'est pas du tout les mêmes objets qu'on se donne. On appelle ça dans les deux cas une catastrophe, mais ce n'est pas évidemment du tout les mêmes objets historiques. Et de la même manière, quand on travaille sur une banqueroute ou sur une catastrophe climatique, on peut parler dans les deux cas de catastrophe, mais c'est des événements assez distincts. Donc qu'est-ce que j'appelle catastrophe ? Pour ça, je vais utiliser un texte qui est vraiment un texte qui m'accompagne, qui est un texte d'un philosophe qui s'appelle Ronald de Souza et qui a écrit un petit article que je rumine depuis des années, qui s'appelle « Après la catastrophe » et dans lequel il définit la catastrophe donc comme ce qu'il appelle l'effondrement de l'arrière-plan. Je le lis, hein. On peut définir la catastrophe comme un événement qui anéantit la cohérence d'une vie individuelle et collective. Ce qui est détruit dans une catastrophe, c'est l'arrière-plan d'une vie, c'est-à-dire les présupposés d'une vie normale. Ce sont ces évidences si banales qu'on ne les remarque même pas. Que le sol est solide, que l'eau est liquide, que l'air se respire, que les êtres humains savent parler. Ces croyances d'arrière-plan servent de fondement à toutes nos activités, mais on ne saurait s'en apercevoir que si elles viennent à manquer. Elles sont trop nombreuses et trop stables pour qu'on en fasse l'inventaire. En même temps, elles sont trop profondes pour être consciemment exhumées dans la vie normale. Certains de ces présupposés d'arrière-plan sont des pièges émotionnels. Qu'un enfant, un parent, un ami est là aujourd'hui et sera là demain, que le toit de ma maison me protégera des intempéries. Alors cette définition, elle m'intéresse et elle me pointe, je dois dire, parce qu'elle réunit des éléments qui sont très divers. Ça peut être évidemment le deuil, ça peut être la catastrophe climatique, hein, que le toit de ma maison me protégera des intempéries. Ça peut être des catastrophes politiques, mais dans tous les cas, justement, ce qui se passe, c'est qu'il y a plus dans la catastrophe que ce qu'on peut en voir, au fond. La catastrophe, par exemple, par excellence, dont on parle toujours, c'est le 11 septembre. C'est la catastrophe archétypale parce que les tours s'effondrent. Le choc est immense. Mais qu'est-ce qui fait que ce choc est un choc ? C'est pas tant la tour qui s'effondre, c'est le fait que s'effondre avec elle une croyance d'arrière-plan, en l'occurrence l'invulnérabilité de l'Amérique, l'incapacité, l'impossibilité de cet attentat. Et c'est cette impossibilité-là, cet arrière-plan-là, auquel on n'avait pas pensé jusqu'à ce qu'il nous fasse défaut, qui fait catastrophe et qui, dit de Souza, nous jette dans l'absurde. Et c'est ça, au fond, qui est propre à toutes les catastrophes, y compris d'ailleurs les catastrophes climatiques, et c'est pour moi leur paradoxe, c'est que tout ce qui se passe est prévisible, et pourtant, quand cela arrive d'une manière telle que cela nous surprend et que cette surprise, véritablement, est traumatique. Et c'est ce qui fait que la catastrophe, encore une fois, par exemple, si on prend une catastrophe récente, le Covid, ce qui fait que la catastrophe, ça ne va pas seulement être, par exemple, le fait qu'il puisse y avoir une épidémie, mais ça peut être le fait qu'on vous demande une attestation pour sortir de chez soi. C'est tout d'un coup
des libertés qui nous sont reprises, des évidences qui semblaient faire partie des choses avec lesquelles on croyait pouvoir vivre, et on croyait tellement pouvoir vivre avec qu'on ne pensait pas qu'elles étaient là. Et c'est au moment où elles se dérobent que tout d'un coup, on se trouve projeté dans une sorte de monde nouveau dans lequel la catastrophe est possible, dans lequel la catastrophe intègre notre arrière-plan. Et ça, évidemment, il me semble que ça décrit particulièrement bien ce qu'on est en train de vivre collectivement depuis notamment une dizaine d'années, c'est-à-dire l'effondrement successif de tout ce qu'on croyait pouvoir, tout ce sur quoi on croyait pouvoir compter. On croyait pouvoir compter sur la démocratie, on croyait pouvoir compter sur une certaine forme de... Enfin, je vous laisse faire la liste en fait, des choses qui nous font défaut, mais je pense que tout le monde voit bien, avec le Covid, avec les catastrophes climatiques, avec là maintenant l'effondrement de la démocratie aux États-Unis, avec l'arrivée du fascisme au pouvoir dans la première puissance mondiale, tous ces éléments-là, on voit bien qu'ils sont impensables et que donc ils nous mettent complètement dans une certaine forme de sidération qui est la sidération du trauma, en fait. Un trauma collectif, mais un trauma quand même, la sidération de ce qui arrive, qui est véritablement le sol qui se dérobe sous nos pieds. Et on voit bien que dans les représentations des catastrophes climatiques, c'est quelque chose qui revient sans cesse, cette image justement du décor qui s'effondre, du sol qui se dérobe, de cette idée de quelque chose qui n'est pas devant, qui est à l'arrière-plan et qui pourtant, tout d'un coup, nous manque. Donc c'est ça ce sur quoi je travaille, mais vous voyez que du coup c'est sans limite, hein, et ça ne fait malheureusement que se confirmer d'année en année, cette présence, disons, de cet arrière-plan ou cette conscience de tout ce à quoi nous tenons, de tout ce qui nous fait tenir et qui désormais nous fait défaut. Alors, j'ai intitulé cette conférence « De quel récit avons-nous besoin ?» Mais la première chose que je voulais aborder avec vous, c'est une autre question d'une certaine manière, c'est « Avons-nous besoin de récits ?» Parce qu'en fait, quand on travaille sur l'imagination apocalyptique, et notamment sur les fictions qui mettent en scène des effondrements, des catastrophes, on voit qu'en fait, cette question de la nécessité des récits se pose sans cesse, mais elle se pose de manière, je dirais, un peu radicale, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le plus urgent, les récits, quand une catastrophe arrive. Et donc, je voulais commencer avec cette image d'un film qui n'est certes pas un chef-d'œuvre, mais qui est un film qui montre bien ce que j'appelle les scènes de bibliothèque. C'est un film de Roland Emmerich, donc, qui s'appelle Le jour d'après. Alors, bon, par conscience professionnelle, je regarde tous les films catastrophes. Et je suis absolument incollable sur les films bon, voilà, qui sont encore une fois pas tous des chefs-d'œuvre. Et en l'occurrence, Le jour d'après, c'est pas mal. C'est une catastrophe climatique, bon, certes assez invraisemblable, dans laquelle le réchauffement... Ah, finalement, c'est mieux là, comme ça ? Ouais. Dans laquelle le réchauffement donc, va créer une sorte d'hiver nucléaire et donc de glaciation soudaine. Donc, si vous ne l'avez pas vu, c'était un film qui se voulait pédagogique et qui montre comment l'Amérique, notamment, puisque c'est toujours de l'Amérique qu'il s'agit, se retrouve entièrement glacée et entièrement, enfin, c'est le pôle Nord, hein, du jour au lendemain, en 3 jours, tout est fini. Et donc, on trouve cette scène, où est-ce que se réfugient les héros dans la New York Public Library, qui est la très belle bibliothèque publique de New York, donc, et ils ont froid. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils brûlent les livres, exactement. Et là où vous voyez le moment où Jack Gyllenhaal essaye de convaincre la bibliothécaire qu'il faut vraiment brûler tous les livres, parce qu'elle, évidemment, c'est une bibliothécaire, elle essaye d'en sauver certains, et qu'on ne peut pas faire autrement si on veut survivre. Alors, c'est une scène, évidemment, fictive, et c'est pas une scène d'une grande subtilité, on va dire,
Mais en fait, elle correspond à quelque chose qu'on retrouve très très fréquemment dans les fictions apocalyptiques et aussi en fait dans les récits de catastrophes historiques. C'est les moments où on interroge justement l'utilité de la bibliothèque et où on rappelle que justement, au moment de la catastrophe, quand la catastrophe frappe, d'une certaine manière, même si on a beaucoup dit pendant le Covid que les livres c'était vraiment essentiel, etc., que les librairies devaient rester ouvertes comme les coiffeurs, malgré tout, ce qui se pose, c'est de façon assez radicale l'utilité du livre, sa nécessité. Est-ce qu'on a vraiment besoin du livre ? Et au fond, ce que montre cette scène, c'est très simplement qu'un livre, dans l'extrême urgence, ça redevient du papier, justement. Ça n'est plus que du papier. Et pourquoi, au fait, cette idée-là que le livre n'est plus que du papier ? D'abord parce que les livres, ça ne se mange pas. Et qu'effectivement, on voit comment on en revient à une logique de la survie dans laquelle les livres sont complètement accessoires. Je crois que le gouvernement va nous envoyer, paraît-il, un petit kit de survie. Il paraît qu'on va tous recevoir avec il faut avoir 6 bouteilles d'eau, etc. Il n'y aura pas marqué qu'il faut avoir les œuvres de Borges. Non, ça c'est... Voilà. Donc quand on pense vraiment survie, évidemment, on ne pense pas au livre. Et plus profondément, se pose de façon répétée, et notamment dans toutes les scènes qui concernent les catastrophes historiques, donc dans tous les récits de catastrophes historiques, cette idée que si les livres n'ont pas été capables d'empêcher la catastrophe, c'est peut-être qu'ils ne servent à rien. Ça, par exemple, c'est quelque chose que vous trouvez dans un récit de Claude Simon, Les Géorgiques, un roman de Claude Simon, où le personnage est prisonnier de guerre. Son père lui envoie une lettre et il reçoit cette lettre dans son camp de prisonniers. Et cette lettre lui dit c'est une longue déploration de l'incendie de la bibliothèque de Leipzig. Et le personnage, donc, qui est dans ce camp de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale, répond à son père une lettre absolument furibarde dans laquelle il lui dit « Si cette bibliothèque n'a pas été capable d'empêcher le bombardement qui l'a détruite, alors je ne vois pas bien de quelle utilité pouvaient être les livres qu'elle contenait. » Et c'est ça, au fond, qui se pose au-delà du caractère du livre comme combustible. C'est vraiment cette idée que les livres sont censés représenter, disons, quelque chose qui nous élève, qui nous civilise, qui constitue une culture qui devrait prévenir, d'une certaine manière, la barbarie. Or, si la barbarie se manifeste, c'est que ces livres nous ont mal équipés. Et donc, se pose la question vraiment très radicalement quand survient la catastrophe, de pourquoi est-ce que les livres n'ont pas empêché ça. On retrouve ça évidemment chez Adorno, on retrouve ça dans toute l'école de Francfort après la Shoah, mais on retrouve ça en fait dans tous les contextes de catastrophe. Cette idée que soudain, beaucoup de livres, en tout cas, perdent tout sens. Donc je voulais partir de là parce que moi, c'est quelque chose que je ne cesse d'éprouver. Je l'ai éprouvé par exemple au moment du Covid, justement, quand j'ai commencé à regarder ma bibliothèque et je me suis demandé quels livres vont me servir. Et vraiment, ce moment-là a été très intéressant parce que j'ai la bibliothèque la mieux adaptée pour résister aux catastrophes, a priori. Ça fait 20 ans que je travaille dessus, donc j'ai 15 romans d'épidémie, j'ai toutes les sciences sociales possibles et imaginables, j'ai toute une bibliothèque historique aussi sur l'histoire des catastrophes. Je suis super équipée. Et pourtant, dans cette catastrophe, précisément parce que l'arrière-plan s'effondre, précisément parce que j'avais jamais pensé que je pouvais me retrouver comme ça dans une situation de mise à l'arrêt mondiale et d'incertitude radicale, je ne savais pas quel livre prendre dans ma bibliothèque. Et pourquoi ? Parce que justement, c'était une de ces situations d'arrière-plan qui s'effondre. C'était une de ces situations que, en dépit de toute ma formation, je n'avais pas su anticiper. Et donc, je ne savais pas quel livre pouvait m'aider à affronter l'incertitude, par exemple. Je ne savais pas non plus quel livre j'allais pouvoir lire à mes enfants dans cette situation. Je n'y avais jamais réfléchi en ces termes. Donc, la question de quel livre nous équipe, c'est une question qu'on peut tous se poser à différents moments de crise, disons, dans notre existence. C'est aussi une question que se posent les sciences sociales actuelles, et notamment toutes les humanités environnementales. Ça ne cesse de revenir, cette idée que nous manquons de récits,
qui nous équiperait justement face au désastre, que nous aurions besoin de nouvelles histoires, que nos imaginaires, les imaginaires anciens, disons, ne seraient pas adéquats au caractère profondément inédit de ce qui est en train de nous arriver. Et ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver chez Donna Haraway. Elle dit « ce sont des temps d'urgence qui demandent de nouvelles histoires ». C'est quelque chose que vous allez retrouver chez Isabelle Stengers. Nous avons désespérément besoin d'autres histoires. C'est quelque chose que vous allez retrouver chez Anna Tsing, chez Bruno Latour, chez Amitav Ghosh. Et je pourrais passer 1 heure en fait à vous faire le répertoire de tous les textes dans lesquels on nous dit qu'il nous faut de nouveaux imaginaires et de nouvelles histoires. Le problème, c'est où est-ce qu'on va trouver ces histoires en fait? C'est où ces histoires qui nous équipent? Et si on regarde un peu la manière dont ces humanités environnementales définissent ces nouvelles histoires, elles font une sorte de cahier des charges. C'est-à-dire, si vous lisez Bruno Latour, Donna Haraway, etc., ils vont tous dire, voilà, il nous faut de nouvelles histoires. Elles devraient, par exemple, nous faire ressentir les pertes extraordinaires, par exemple les pertes de biodiversité, en nous reliant aux non-humains. Elle devrait nous faire imaginer des mondes possibles par des fictions spéculatives et de la SF. Elle devrait nous documenter ce qui se passe déjà, c'est-à-dire les catastrophes qui arrivent, etc. Donc, en fait, elle devrait documenter, elle devrait fabuler, elle devrait nous relier aux non-humains, elle devrait documenter l'humain, elle devrait parler des inégalités. En fait, le cahier des charges, il est hyper incohérent. Mais c'est normal, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, si on se dit qu'il nous faut de nouveaux imaginaires, il n'y a pas de manière de les définir de façon très monolithique. Mais moi, il y a un moment où je me suis dit, bon, en fait, ce fonctionnement justement par il faut, cette espèce de caractère un peu injonctif, il ne répond pas justement à ma question, c'est-à-dire c'est quoi les récits qui peuvent nous aider? C'est quoi les récits qui peuvent nous équiper? Et donc, j'en suis venue à un peu renverser la focale, à me dire au fond peut-être que plutôt que de chercher des nouveaux récits, il faut s'attacher à des catastrophes qui sont déjà arrivées, parce que bon, l'humanité a une longue expérience de la catastrophe, et il faut peut-être s'appuyer en fait justement plutôt sur ce que j'appellerais une sorte de catastrophisme expérimenté, c'est-à-dire les catastrophes. On n'a pas besoin de les imaginer, en fait, elles sont déjà là et elles ont été là. Et peut-être qu'on peut s'appuyer sur des expériences de catastrophes et sur les récits auxquels elles ont donné lieu. Les questions que nous nous posons actuellement, ce sont des questions qui se sont posées dans l'histoire, justement, à chaque catastrophe. Par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale, cette question des nouveaux imaginaires et des nouveaux récits, elle était déjà là. Donc d'une certaine manière, je me suis dit peut-être que plutôt que d'essayer toujours de se tourner vers l'avenir, vers la fabulation, vers l'imagination, on peut regarder ce qu'on a déjà, c'est-à-dire un répertoire d'expériences et un répertoire de récits infinis, peut-être, mais dans lesquels on peut puiser, disons, des pratiques narratives qui certaines nous aident et certaines nous aident moins. Et ça, je l'ai fait donc à partir d'une catastrophe récente, une catastrophe qui nous concerne très directement, en l'occurrence l'effondrement de la ville de Détroit. Alors, cette ville de Détroit, vous la connaissez peut-être, en tout cas vous avez déjà dû en voir des images. Moi, je l'ai découverte complètement par hasard. Donc, en 2005, je me promène aux États-Unis. J'étais encore étudiante. Et je m'arrête à Détroit parce que c'est une ville dans laquelle il y a un musicien que j'aime, enfin un groupe de musique que j'aime beaucoup, les White Stripes. Voilà. Et donc, je connais rien à cette ville, j'ai rien lu dessus, et je débarque un dimanche matin. Et en fait, je me trouve dans une ville qui est déjà dans une crise extrêmement profonde, puisque elle a perdu les 2/3 de sa population. Mais moi, à l'époque, je l'ignore vraiment totalement. J'arrive avec des yeux parfaitement naïfs. Et je me gare en centre-ville, enfin on se gare en centre-ville, je ne suis pas toute seule, et je regarde autour de moi, et en fait, je ne comprends pas très bien ce que je vois, mais ce que je comprends, c'est qu'il n'y a personne,
que tous les commerces sont fermés, que la ville est déserte. Et je lève les yeux et je vois autour de moi plein de carreaux cassés. C'est-à-dire, je m'aperçois qu'en fait, les gratte-ciel autour de moi sont abandonnés. Et donc, bon, je connaissais assez bien les centres-villes américains déjà à l'époque. J'avais étudié aux États-Unis, mais je n'avais jamais vu en plein centre-ville 10 gratte-ciel avec des fenêtres cassées. Enfin, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Et à vrai dire, je ne suis pas très à l'aise. Et puis, j'ai faim aussi. Il n'y a pas de commerce. Et donc, on repart. Et je ne comprends vraiment pas ce que j'ai vu. Et en fait, quelques années plus tard, je tombe donc sur ce livre, Les ruines de Détroit, de 2 photographes français, Yves Marchand et Romain Meffre, qui ont commencé à photographier justement les ruines de Détroit en 2005. Et ce livre... voilà, je le feuillette là aussi avec beaucoup de naïveté, mais aussi beaucoup de curiosité, parce que je suis allée dans cette ville. Et là, je découvre l'étendue de la dévastation. Et je la découvre en même temps que énormément de gens, hein, puisque les images que font ces 2 photographes vont devenir des images absolument virales, dans lesquelles on voit s'effondrer donc une ville. Alors, je vous montre juste très rapidement les quelques-unes des images qu'on trouve dans ce livre, Les ruines de Détroit. Là, vous voyez les ruines d'une salle de bal, d'un grand hôtel, donc ballroom. Là, vous voyez un cinéma. C'est les cinémas américains, hein, c'est magnifique. Là, vous voyez un dépôt de livres. Donc, c'était des livres scolaires qui ont brûlé. Ici, vous voyez à gauche un cabinet dentaire abandonné. À droite, c'est le couloir de la Motown, puisque c'est la ville de Stevie Wonder, Aretha Franklin, etc. Et donc, c'est le couloir du label de musique abandonné. Là, c'est une banque. Là, c'est une bibliothèque. Ici, une église. Là, un commissariat. Un lycée. Encore un lycée. C'est la salle de classe, quoi. On rentre par la fenêtre. Et puis, des maisons. Enfin, une maison. Des maisons. Une usine. Et pour finir, cette photo qui a eu tellement de succès que Swatch en a fait une montre qui s'appelle The Melted Clock, la montre fondue. Donc le temps qui s'arrête. Alors, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure sur l'effondrement de l'arrière-plan. Là, on voit aussi assez bien ce que ça veut dire l'arrière-plan d'une ville moderne, l'arrière-plan des modernes, comme dit Latour. C'est-à-dire, on voit rien ne manque à l'appel, hein, le commissariat, le lycée, l'église. Tous ces bâtiments, en fait, nous montrent justement ce qui rend une ville vivable, ce qui a rendu, en tout cas, cette ville vivable, et nous montrent aussi que ce qui s'est effondré à Détroit, en fait, c'est largement les services publics. Donc, ce qu'on découvre dans ce livre, c'est une ville qui a fait faillite, et cette faillite nous est montrée comme une sorte d'accident nucléaire. L'éditeur du livre, en fait, celui qui amène le projet aux éditions Steidl, est connu pour ses photos de catastrophes nucléaires. Il a été photographe de Tchernobyl, il a été aussi photographe de Katrina. Donc on est dans ce registre, en fait, de la catastrophe brutale, montrée comme un effondrement soudain, et on a l'impression que les gens sont partis au milieu de la vaisselle, et qu'après, il n'y a rien, en fait. Le temps historique s'est arrêté. Et bon, je ne sais pas ce que vous ressentez devant ces images, mais moi, la première fois que je les ai vues, j'ai ressenti justement une espèce de sidération. Ce sont nos ruines, c'est notre monde, et on le voit comme s'il était fini, comme si on était 3 siècles après en train de contempler notre propre histoire, avec cette espèce d'effet d'anachronisme complètement sidérant. Et évidemment, alors l'intérêt de ce livre, il a été énormément critiqué. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais pour son côté pornographie des ruines, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites de cette espèce d'esthétisation de la misère. Mais
au-delà de ces polémiques, l'intérêt du livre, c'est notamment qu'en fait, ils ont quand même... il y a une très longue introduction qui fait une vingtaine de pages et qui est rédigée par un très très grand historien de la ville de Détroit, qui raconte justement que cette catastrophe, elle est arrivée en 60 ans. Et donc, il raconte comment ce à quoi on a affaire, c'est pas du tout un effondrement brutal, c'est au contraire ce que Rob Nixon appelle la violence lente, slow violence. Et Rob Nixon, il en parle à propos des catastrophes environnementales. Mais en fait, justement, là, on voit bien comment ça s'applique aux catastrophes économiques. C'est-à-dire que, première chose peut-être qui nous manque, c'est des récits, justement, qui seraient capables de raconter qu'une ville, ça s'effondre petit à petit, en fait. Qu'un monde, ça se perd peu à peu. Et c'est un des gros problèmes, en fait, d'une certaine manière, parce que, de ce fait, il est beaucoup plus difficile de résister quand c'est progressif, en fait. La violence de l'effondrement, elle s'insinue dans l'ordinaire et dans ce temps long dans lequel il est difficile de résister, parce qu'à chaque étape, on perd un petit élément et on n'a pas, d'une certaine manière, cette brutalité du désastre qui permet de rendre visible la violence et d'inciter aussi à une certaine forme d'action ou de réaction. Cette ville, elle s'est effondrée, au fond, pendant 60 ans dans l'indifférence générale. Et le moment où les images ont fini par circuler, c'est parce qu'elles se sont mises à prendre une signification beaucoup plus large. Elles sont devenues en fait des symboles mondiaux de la crise du capitalisme, de la crise des subprimes. Elles ont circulé beaucoup à partir de 2008. Et surtout, elles ont beaucoup circulé quand la ville a fait faillite en 2013. Et cette faillite, moi, ça a été un peu mon point d'ancrage. Cette faillite, c'est une faillite complètement extraordinaire. Là aussi, en termes d'arrière-plan qui s'effondre, c'est incroyable. C'était la 4e ville américaine dans les années 50. C'était le symbole mondial de l'invention du Fordisme. C'était la capitale non seulement de la voiture, évidemment, mais c'était la capitale du travail à la chaîne et la capitale de l'utopie américaine, en fait. C'était la capitale des premières autoroutes urbaines, c'était la capitale d'un certain mode d'organisation de l'espace et du temps, de l'étalement urbain. C'était aussi la capitale d'un certain régime de la vitesse des déplacements, mais aussi la vitesse de la production. Enfin, c'était un lieu qui avait une signification symbolique absolument extraordinaire et qui va devenir, du coup, de ce fait, le symbole, au fond, justement, de l'effondrement de ce monde ou de cette utopie fordiste. Et cette ville, donc, à partir du moment où elle fait faillite, qu'est-ce que ça veut dire faire faillite? Ça veut dire qu'elle va justement perdre à la fois encore plus de services publics. La moitié des écoles ferment à Détroit dans les années qui précèdent la faillite, dans les 10 ans qui précèdent la faillite. Mais ce n'est pas seulement les écoles qui ferment, c'est les lampadaires qui s'éteignent, c'est les pensions de retraite qui sont diminuées. Et c'est notamment quelque chose qui est très symbolique, mais qui me semble extrêmement important, plus de 20 000 foyers qui se retrouvent privés d'eau courante. Et la faillite, ça expose vraiment à... alors ça conduit à une mise sous tutelle de la ville. La ville est là aussi... perd ses instances démocratiques, puisqu'elle est régie à partir de ce moment-là par un avocat spécialiste des banqueroutes qui va restructurer les finances de la ville exactement comme on restructure une entreprise. Et c'est cet avocat chargé de mener la négociation des dettes de la ville qui va, au fond, justement, couper dans les services publics et obtenir un certain nombre de choses qui, encore une fois, me semblent assez impensables. On est quand même dans une des grandes villes de la première puissance mondiale et des milliers de familles n'ont pas l'eau courante. Et ça va vraiment, là aussi, étendre le sens de ce qui est possible, parce que du coup, ça va aussi mener à imaginer des solutions sur place, qui sont des solutions, disons, envisagées puis repoussées par la municipalité. Mais à l'époque, je ne sais pas ce qu'il en serait aujourd'hui, notamment, ils envisagent à un moment de mettre des puits.
puisqu'il y a des foyers qui n'ont pas l'eau courante. Donc, du coup, on pourrait installer des puits. Et le simple fait qu'on puisse envisager d'installer des puits montre à quel point on a perdu le sens de la norme, en fait, hein, le sens de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Le simple fait de proposer cela devrait faire scandale, en fait. Mais la ville est dans un tel état qu'il n'y a pas de scandale. On dit non, quand même, on va essayer de trouver une autre solution, mais ça fait partie de l'éventail des possibles, en fait. Voilà, donc c'est ça qui se passe à Détroit. Et encore une fois, ça se passe de façon très progressive. Mais ces images vont devenir virales. Et comme elles deviennent virales, elles vont susciter toute une série de récits. Et donc moi, encore une fois, je suis une littéraire. Je vais commencer à travailler sur ces récits. Et ces récits, ils sont... Alors, je vais vous en montrer quelques-uns, mais ils sont littéralement des centaines, voire des milliers de récits qui vont être produits à partir de cette situation de faillite, précisément parce que c'est une faillite tellement symbolique, tellement emblématique, et qu'elle produit toute une série de romans. Alors, par exemple, en France, vous avez... je vous montre juste, comme ça, très vite, quelques-uns des récits qui sont produits dans l'espace francophone. Donc vous avez une uchronie québécoise, un roman Là où nous dansions, qui est à mon avis un des meilleurs d'ailleurs. Fanny Taillandier par les écrans du monde, Marianne Rubinstein, Détroit dit-elle, Fabien Fernandez, Détroit, Jérôme Loubry, Les chiens de Détroit, Benjamin Hoffman, American Pandemonium, Alexandre Friedrich, Fort Détroit, Tanguy Viel, La disparition de Jim Sullivan, Thomas Reverdy, Il était une ville. En 10 ans, donc vous avez 10 romans qui sont, ou 10 récits documentaires qui sont écrits sur Détroit, rien que dans l'espace francophone. Donc c'est vous donner une idée de la résonance. Mais moi, je ne me suis pas intéressée seulement aux romans, je me suis intéressée aussi à la résonance médiatique. Donc là, vous retrouvez par exemple en couverture de Time Magazine, The Tragedy of Detroit, l'image de Marchand et Meffre de l'usine qu'on voyait tout à l'heure. Vous retrouvez les images de Marchand et Meffre également en couverture du New York Times pour documenter justement la banqueroute avec marqué « A Lost City » en légende de ces 3 images, une ville perdue. Vous allez aussi retrouver cette question de que faire de la ville dans des clips publicitaires, notamment un clip qui a eu beaucoup de prix, un clip du Super Bowl avec Eminem, là encore un rappeur de Détroit. Vous la trouvez également dans des sites d'extrême droite, où là, l'image de Marchand et Meffre est utilisée comme une preuve de la théorie du grand remplacement, et puisque Détroit est une ville noire à 80% aujourd'hui. Et donc, les images de l'effondrement vont permettre d'attribuer le désastre au fait que les Noirs ont... D'abord, il y a eu des émeutes dans les années 60, en 67, puis ont gouverné la ville. Et puis, vous allez le trouver dans des jeux vidéo, comme Detroit Become Human, et vous allez les trouver voilà, dans toute une série de discours. Moi, je me suis intéressée au départ voilà, à cette résonance médiatique, dans plein de médias différents. Et puis, progressivement, j'ai élargi mon corpus, j'y reviendrai après. Mais ce qui m'intéressait au départ, c'était une question un peu classique, je dirais, c'est-à-dire cette ville, au fond, à travers tous les récits qu'elle a produits, nous permet d'imaginer, ou d'observer plutôt, les imaginaires de l'effondrement. C'est-à-dire, si on fait une étude un peu comparative de tous les récits qui sont produits, on peut apercevoir des récurrences très fortes qui nous permettent de savoir comment est-ce qu'on pense l'avenir à partir des manières dont on se représente cette ville. Et pourquoi? Parce que cette ville, elle a toujours été considérée comme la ville d'après. C'est quelque chose qui revient sans cesse. Et notamment donc, cette phrase du maire, Coleman Young, qui dit « Dans l'ordre urbain, Détroit, aujourd'hui, a toujours été votre ville demain ».
En fait, le paradoxe de Détroit, c'est que pour nous, c'est un peu la ville d'avant, dans le sens où c'est la ville du capitalisme fordiste, des voitures, de la bagnole, des industries fossiles. Mais dans l'imagination américaine, ça a toujours effectivement été la ville d'après, au sens où justement dans les années 20, c'était une ville qui incarnait le monde à venir de l'utopie fordiste. Et aujourd'hui, c'est une ville à laquelle on va prêter le pouvoir aussi d'imaginer l'après. Et notamment, ce qui va beaucoup revenir, c'est l'expression Détroit, au fond, c'est le canari dans la mine de charbon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette expression en anglais, the canary in the coal mine. Vous savez, dans les mines, on mettait des canaris pour voir si on pouvait survivre s'il y avait du gaz ou pas. Si le canari survivait, alors on pouvait aller dans le couloir de la mine, en fait, c'est qu'il n'y avait pas de gaz. Donc, c'était une manière d'avoir un petit éclaireur. Et il y a cette expression, du coup, en américain, en états-unien, qui dit c'est le canari dans la mine de charbon, et c'est vraiment la fonction qu'a Détroit dans l'imaginaire américain. C'est la ville qui nous permettrait de voir finalement si la civilisation des modernes va survivre et comment. Donc moi, je me suis intéressée un peu à ces différentes manières dont Détroit est devenue la ville d'après, et j'ai essayé d'identifier nos grands imaginaires à partir de là, et à partir d'un corpus international. Et en fait, ces grands imaginaires, alors j'avais des centaines de récits, mais en fait, ils sont très peu nombreux. C'est-à-dire que, bizarrement, presque, on s'aperçoit qu'on est traversé par des récits très puissants et que ces récits sont assez homogènes, même si entre eux, ils sont très contradictoires. En fait, c'est une ville à laquelle on va faire dire des choses. Et ces choses, en fait, c'est trois choses différentes. Le premier imaginaire, et je pense celui qui a le plus circulé au départ, c'est justement l'imagination apocalyptique. C'est l'idée que cette ville incarnerait une sorte de fin du capitalisme, voire de fin de l'histoire et d'extinction. Et les images de Détroit vont beaucoup circuler comme justement des illustrations de cette fin de l'histoire absolue, de cet apocalypse sans royaume, comme disait Anders, c'est-à-dire une apocalypse dans laquelle il n'y a pas d'après. Et on va beaucoup retrouver cette image de la montre arrêtée, mais on va aussi beaucoup la retrouver dans les descriptions de la ville sauvage, puisque Détroit, vous le savez, puisqu'elle a perdu la moitié, enfin les 2/3 de sa population, est une ville dans laquelle il y a énormément de friches, et une ville qui, du fait des défauts des services publics, va être, entre guillemets, je dis, regagnée par la nature. Regagnée par la nature, je dis entre guillemets, parce qu'évidemment, la nature qui revient n'est pas la nature d'origine, mais il va y avoir toute une imagination de la prairie retrouvée, justement, et d'une sorte d'effacement qu'on peut juger chez certains complètement nihiliste et chez d'autres, au fond, bizarrement optimiste, de la présence humaine, avec cette idée que Détroit incarnerait le rêve d'une sorte de retour à l'innocence, une fois éradiquée la présence de l'homme. Et on va voir toute une série d'images qui vont justement essayer de montrer ça. Alors notamment, c'est le cas chez le photographe Andrew Moore, qui ne cesse de montrer des images très symboliques. Là, vous voyez un bouleau qui surgit du dépôt de livres. Là, vous voyez des maisons. Ici, justement, une très grande prairie avec un lycée au fond. Et là, vous avez cette image, Walden Street, alors avec la référence à Walden de Thoreau, et avec justement cette idée que ça pourrait devenir une ville sauvage, une ville dans laquelle on pourrait aller construire nos cabanes, et ou tout simplement une ville dans laquelle on pourrait laisser les animaux vivre sans nous. Et ça, cette imagination, enfin, elle est bizarrement, je trouve, optimiste, parce qu'elle va donner lieu à toute une série de discours qui sont des discours du temps qui s'arrête, de l'histoire qui finit, mais au fond, ce ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle, en tout cas pour la Terre, comme on dit, même si c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Ça oublie accessoirement, bien sûr, qu'il y a 600 000 habitants dans Détroit et qui ne vivent pas dans des cabanes, mais dans des maisons extrêmement décaties, avec des services publics extrêmement dégradés.
et donc qu'ils ne sont pas exactement au bord de l'étang de Walden, mais plutôt juste dans des conditions de paupérisation absolument scandaleuses. Le deuxième imaginaire, ça va être celui de la ville autonome. Et celui-là, on l'a beaucoup vu circuler. Et dans ville autonome, je vais mettre deux choses qui n'ont rien à voir, mais qui ont un fond commun. D'un côté, évidemment, les fermes urbaines, puisque ça a été beaucoup raconté. Détroit est une ville dans laquelle il n'y avait plus de supermarchés, il n'y avait que des stations-service pour faire des courses. Et donc, les habitants qui restaient là ont été contraints de s'organiser et notamment ont eu recours aux fermes pour avoir des produits frais. Et vous connaissez peut-être Grace Lee Boggs, qui est une des papesses, disons, de l'agriculture urbaine mondiale, et ce documentaire Demain, qui a beaucoup popularisé notamment en France cette solution des fermes urbaines, et qui montre justement une certaine forme de réconciliation possible, là aussi de la ville avec la nature, mais d'un ordre différent. Cette fois-ci, ce n'est pas l'ensauvagement de la ville, l'effacement de nos fautes, c'est une nature travaillée, une nature dans laquelle la ville pourrait produire de quoi assurer sa propre subsistance et donc finalement rompre avec résoudre la fameuse rupture métabolique entre ville et campagne en produisant elle-même tout ce dont elle a besoin pour continuer à subsister. Donc on l'a vu dans des foules de documentaires notamment qui ont eu beaucoup de succès et puis on la voit régulièrement citée par des collapsologues notamment. C'est une ville qui est toujours prise en exemple des solutions qui existent et de solutions qui seraient post-capitalistes justement et qui nous permettraient de vivre autrement. Et cette idée-là, vous allez la retrouver donc chez, par exemple, Grace Lee Boggs, l'idée que Détroit n'est pas la fin d'un monde, mais le début de quelque chose de nouveau. Donc ce serait la ville d'après, encore une fois, une ville utopique et une ville autonome. Et je vous disais, je vais mettre sous ce chapeau aussi quelque chose qui n'a rien à voir, mais c'est en gros ce qu'on appelle la classe créative. Richard Florida a développé cette notion, c'est-à-dire le fait qu'il y a eu aussi beaucoup d'initiatives qui ont été prises à côté des fermes urbaines par des designers, des artistes, des architectes qui sont souvent venus d'ailleurs et qui ont inventé, disons, à Détroit, des solutions pour justement développer l'autonomie, recycler les maisons, etc. Ça a été beaucoup critiqué, à juste titre, parce qu'il y a toute une espèce de messianisme, de sauveurs qui débarquent sur la ville avec leurs solutions toutes faites, et c'est sans doute souvent assez critiquable. Certaines de ces pratiques, néanmoins, peuvent être intéressantes, mais ce qu'elles ont en commun, c'est toujours cette idée que la ville est un terrain à réinvestir, la friche est un espace pour réinventer un autre monde, et un monde post- ou péricapitaliste. Alors, le troisième imaginaire, et c'est celui qui me semble presque le plus important actuellement, c'est l'imaginaire en fait de la ville phénix, et d'un phénix capitaliste, là, pour le coup. Ça, c'est le drapeau de Détroit. Et sur ce drapeau, vous voyez la devise de Détroit, qui est « Speramus meliora resurgat cineribus », donc ce qui veut dire « Nous espérons des jours meilleurs, elle ressurgira de ses cendres ». Et ce que vous voyez en fait sur le médaillon, c'est le souvenir, le mythe originel en quelque sorte de cette ville, c'est-à-dire le grand incendie de 1805. En 1805, Détroit est encore une ville qui est principalement habitée par des Français, des Français qui ont émigré, et la ville est en bois et elle brûle intégralement. Et elle brûle au point que, d'après l'un des témoins, il ne reste que de la porcelaine. C'est-à-dire toutes les maisons ont disparu, seules les porcelaines ont résisté. Et là-dessus arrive un urbaniste, un juge, un magistrat qui va venir de Washington pour prendre cette ville qui n'existe plus en quelque sorte, et il va faire un grand plan
fondé sur les jardins de Versailles et sur le plan de Washington, D.C. pour construire la grande métropole du Midwest. Ça ne va pas vraiment marcher, son plan, mais peu importe, parce que ça va devenir, encore une fois, le mythe de cette ville. Et ce mythe, c'est au fond celui de l'optimisme du désastre, quelque chose qui est assez exotique pour nous, je trouve, les Européens, mais qui est très, très important dans la culture américaine. Cette idée que le désastre est une opportunité, non seulement que la ville peut se relever de ses cendres, mais au fond que la ville peut s'améliorer d'avoir été détruite. C'est-à-dire que la ville d'après, ce n'est pas seulement une ville qui sera sortie du désastre, c'est une ville qui sera plus grande, plus belle, plus utopique justement encore que la ville d'avant. Donc le phénix ne va pas seulement être le phénix, il va vraiment être un phénix plus grand, plus beau, plus fort. Et cet optimisme du désastre, alors il y a eu beaucoup d'études de la culture américaine du désastre, il est là à chaque catastrophe, il est remobilisé à chaque désastre, dans les désastres environnementaux, donc les grands incendies, mais aussi dans les canicules, au moment de Katrina. À chaque fois, il y a cette idée qu'au fond, le désastre est une opportunité et qu'il est presque souhaitable au fond. Et ça me semble très important de s'en souvenir, notamment en ce moment, de cette espèce d'optimisme apocalyptique, parce qu'il explique à la fois des mécanismes de déni. C'est pas si grave, puisque la catastrophe, au fond, a toujours des vertus progressistes, au fond. Et il explique aussi qu'on puisse même souhaiter la catastrophe. Vous connaissez peut-être la phrase de Haussmann qui disait qu'il était un artiste de la démolition et que puisqu'il n'avait pas eu de tremblement de terre ni d'incendie à Paris, il allait reproduire avec l'art, justement, les moyens de la démolition. Il n'avait pas eu la chance qu'avait Détroit ou qu'avait San Francisco ou qu'avait eu Londres d'un bon incendie pour faire table rase. Cette idée-là, donc, elle va être très importante pour comprendre justement comment cet imaginaire des villes d'après, il est complètement incohérent, puisque vous voyez, dans un cas, ça va être un imaginaire, de la destruction créatrice capitaliste. Dans l'autre, ça va être celui des fermes urbaines ou encore de l'ensauvagement. Donc ça n'a rien à voir. C'est trois villes d'après complètement différentes. Mais ces trois villes d'après, elles ont en commun justement d'être des tables rases, de se penser comme des villes complètement différentes de ce qui a précédé. Ce qui les irrigue, c'est toujours cette idée que la catastrophe est totale au fond, que tout est perdu et que l'histoire de la ville est complètement effacée dans le désastre. Et d'une certaine manière, tant mieux, car ça nous permettrait de faire un nouveau monde. Et ça, on voit bien comment on est tous traversés par cette idée-là. Vous vous souvenez, pendant le Covid, quand on pensait tous au monde d'après, il y a cette idée, voilà, à chaque fois, on y croit. On y croit, ça va être différent. Et ça va être différent en mal ou en bien. Ça va être différent façon Mad Max. On sera 5 survivants en train d'essayer d'affronter une horde. Ou ça va être mieux. Ça va être mieux, on sera tous apiculteurs, permaculteurs, etc. Mais à chaque fois, il y avait cette idée que le monde d'après sera complètement différent. Et ça, on voit comment c'est à l'œuvre dans tous les récits de la banqueroute de Détroit. À chaque fois, c'est une opportunité. Et on va retrouver des échos vraiment troublants entre des documents qui sont des documents de cabinet d'audit qui restructurent les finances de la ville et des textes de militants très collapso-compatibles qui racontent comment on peut réinvestir les friches et faire des fermes. Et ça, voilà, pour moi, c'est un grand trouble et c'est un grand problème. C'est toujours cette idée de la table rase au fond apocalyptique, et de cette réinvention des villes d'après. Donc le problème de ces imaginaires, à part leur... je passe un peu rapidement, vous voyez justement comment cet imaginaire du désastre va être réinvesti de façon capitaliste, là, par exemple. Donc là, par exemple, c'est un document produit par la mairie pour dire on a la couverture de Time, The Tragedy of Detroit, et puis en dessous, on va avoir un autre article de Time qui dit « The world's greatest places of 2022, Detroit Newfound Glory ». Donc on va, en 2022, vous montrer « Ah, regardez la ville ».
non seulement elle s'est relevée, mais elle fait partie des 50 endroits à visiter dans le monde en ce moment, quoi. Donc, il y a voilà, tout cet imaginaire du reboot. Et vous allez le retrouver aussi dans une variante de capitalisme vert, disons, de réinvention du Fordisme, dans tous les discours qui sont produits à la fois par la mairie et par Ford, autour justement de la réinvention écologique du Fordisme. Alors là, vous voyez justement un document qui est produit par la mairie. Our industrial riverfront is now rated the finest river walk in America. Donc, avant, c'était un des terrains les plus pollués de Détroit, et maintenant, ce serait la plus belle promenade d'Amérique. Et puis, vous allez le retrouver dans les usines Ford elles-mêmes. Alors là, c'est une photo que j'ai prise de l'usine Ford qui se trouve juste à côté de Détroit et que vous pouvez aller visiter et qui se targue d'avoir le plus grand toit végétalisé du monde. Et sur le site de Ford, alors évidemment, il y a des ruches aussi. J'ai demandé à aller les visiter, mais en fait, ils m'ont dit qu'ils étaient un peu embarrassés qu'il n'y avait pas d'abeilles. Puis d'ailleurs, il n'y avait que 2 ruches. Donc, bon. Mais sur le site de Ford, donc, vous pouvez trouver ce type de discours. Le chant des merles à épaulettes et des criquets pourrait vous faire oublier que vous vous trouvez au milieu de l'un des plus grands complexes industriels d'Amérique. En réalité, la présence de ces oiseaux chanteurs est désormais l'un des indicateurs de la réussite d'une usine Ford. Usine dont on vous explique juste après qu'elle sort 53 camions pick-up trucks par minute. Donc, non, j'exagère. Un camion toutes les 53 secondes. Non, c'est plus réaliste quand même. Un camion toutes les 53 secondes. Mais bon, évidemment, c'est hyper facile à critiquer tout ça. N'empêche qu'un des points communs, disons, entre tous ces discours, c'est que justement, ils vous promettent la réconciliation, en fait, de la ville et de la nature et un monde d'après qui serait post-fossile. C'est facile à critiquer, hein, c'est-à-dire que ce soit les fermes qui sont hyper marquées par la pollution, que ce soit évidemment ces usines végétalisées qui produisent des camions, ou que ce soit tout cet imaginaire de la ville sauvage qui vous fait croire qu'on peut effacer comme ça 200 ans de destruction à grande échelle de toutes les formes de vie, puisque avant même le Fordisme, c'est aussi l'endroit où on extermine notamment les castors jusqu'à la quasi-extinction. Donc, comme si on pouvait revenir à une page vierge. C'est très facile tout ça, voilà, de critiquer ces imaginaires. Mais on voit que c'est vraiment des imaginaires très puissants qui gardent cette idée quand même d'une promesse dans la catastrophe et d'une possibilité du progrès. Et c'est dur de s'en défaire, hein, je trouve. C'est dur de s'en défaire. Or, quand on va à Détroit ou quand on s'intéresse à ce qui se passe à Détroit, on voit bien que ces imaginaires décrivent une petite partie de la réalité. Ils ne sont pas complètement faux, en fait, ils sont partiels. C'est-à-dire qu'à Détroit, bah oui, il y a des fermes. Et oui, il y a des usines. Et oui, il y a des friches, en fait. Mais toutes ces choses-là coexistent, et même s'enchevêtrent. Si vous étudiez concrètement, même par exemple, les circuits de financement des fermes, la plupart des fermes n'arrivent pas, en fait, à être autonomes. Donc elles produisent effectivement des légumes qui peut-être contribuent à l'autonomie des habitants, mais elles sont financées par des fondations privées, la fondation Ford, la fondation Kresge, la fondation Walmart. Donc en fait, elles restent là aussi dans des circuits péricapitalistes. Donc si vous voulez, ces formes de réaction à l'effondrement, c'est pas seulement qu'elles coexistent, c'est que vraiment elles s'enchevêtrent. Et presque aucun récit dans tous ceux que j'ai étudiés dans un premier temps, ne raconte ça. Presque aucun récit n'est capable justement de décrire ce qui se passe réellement dans une ville qui s'effondre, c'est-à-dire d'une part le fait que tout ne s'effondre pas, qu'il reste 600 000 habitants, qu'il reste quand même des écoles, qu'il reste un certain nombre de bibliothèques, qu'il reste des commissariats, etc. Simplement, ils fonctionnent mal. Mais c'est pas pareil de raconter justement, encore une fois, des habitants qui font face à des zombies ou qui sont dans une espèce de dénuement total, et de raconter des habitants qui doivent attendre 1 heure le bus
ou qui doivent faire face à des coûts d'assurance de leur voiture complètement délirants. C'est une des villes aux États-Unis où ça coûte le plus cher d'avoir une voiture. C'est quand même ironique, non? Parce que le coût de l'assurance dépend du nombre de vols de voitures. Et donc, l'assurance coûte beaucoup plus cher à cet endroit-là. Mais ça, voilà, c'est très prosaïque. Et donc, c'est très peu pris en charge par les récits dont je vous ai parlé tout à l'heure, notamment les récits littéraires. Cette espèce de prose de caractère très, très contraint, très pénible en fait, de l'existence dans une ville en banqueroute, ça, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup moins marrant aussi, de fait, à raconter. Et donc, dans un deuxième temps, moi, ce qui m'a intéressée, évidemment, c'est pour ça que ça m'a pris 12 ans, c'est d'essayer de trouver peut-être des récits, des histoires, des témoignages qui approche cette complexité et ce caractère peut-être prosaïque, justement, de la vie dans une ville qui s'effondre. Et pour ça, il y a un texte pour moi qui a été vraiment très fondamental, qui est un autre texte que je rumine comme ça avec celui de Sousa. C'est un texte d'Isabelle Stengers dans Au temps des catastrophes, qui dit justement « Nous avons désespérément besoin d'autres histoires ». Mais elle le définit d'une façon qui me semble vraiment très, 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 très fructueuse. D'autres histoires, non des contes de fées où tout est possible au cœur pur, aux âmes courageuses ou aux bonnes volontés réunies, mais des histoires racontant comment des situations peuvent être transformées lorsque ceux qui les subissent réussissent à les penser ensemble. Non des histoires morales, mais des histoires techniques. À propos de ce type de réussite, des pièges auxquels il s'est agi pour chacune d'échapper, des contraintes dont elles ont reconnu l'importance. Et nous avons besoin que ces histoires affirment leur pluralité, car il ne s'agit pas de construire un modèle, mais une expérience pratique. Alors pourquoi ce texte pourquoi j'ai beaucoup ruminé? En fait, il arrive dans une réflexion plus générale de Stengers sur la construction même des savoirs académiques, et notamment l'obsession des savoirs académiques pour la notion de critique. Qu'est-ce qu'on fait à l'université? Et vraiment, je me suis reconnue très fort dans ce texte. On déconstruit des illusions. On lutte contre le sens commun, contre les idées reçues, et on défait au fond ces illusions, et on montre finalement la supériorité de notre savoir et de nos positions par cette déconstruction critique des illusions qui régissent le monde, par cette déconstruction de la violence et de tous les mécanismes imaginaires ou réels qui la naturalisent et la légitiment, etc. Et Stengers dit deux choses. Elle dit d'abord que si l'héroïsme universitaire se contente justement de détruire des illusions, dans l'indifférence générale, cet héroïsme est peut-être mal placé, en quelque sorte. Et elle dit d'autre part, tout simplement, si le capitalisme avait dû s'effondrer sous la critique, cela fait longtemps qu'il aurait crevé. Et cette phrase-là, moi, elle m'a vraiment touchée en plein cœur, parce que effectivement, tous mes cours, c'est ça que je faisais, en fait. Enfin, je faisais de la déconstruction. J'essayais de montrer en quoi la littérature était capable de résister aux récits dominants ou au contraire de reproduire des normes. J'essayais de montrer justement l'articulation entre les récits et la politique, mais toujours en faisant cette espèce de critique avec une espèce de foi comme ça, dans le fait qu'à un moment, tous nos efforts conjugués là, dans la littérature et les sciences sociales allaient bien finir par faire qu'on se rende compte que vraiment il fallait changer de système, que ça allait pas du tout. Puis voilà, elle m'a touchée au cœur parce que je me suis dit, mais effectivement, en fait, on va continuer combien de temps à déconstruire des illusions? Ça fait. Si vous lisez les textes de William Morris, déjà dans le socialisme utopique du milieu du 19e siècle, il décrit notre monde de la façon la plus claire possible et ça n'a pas empêché les 150 années suivantes de destruction. Donc, à un moment, qu'est-ce qu'on fait? Et elle, en fait, elle dit, il faut peut-être non pas arrêter de faire de la critique, mais compléter cette entreprise critique ou redéfinir cette entreprise critique pour proposer autre chose. Et cette autre chose, donc, ce serait des histoires techniques, un savoir technique dans lequel on essaierait de trouver comment des gens ont su surmonter des situations difficiles,
voire insurmontables, et s'en arranger, s'en accommoder, difficilement, prosaïquement peut-être. Et ces histoires, il faudrait en faire un répertoire, et comme elle dit, un répertoire pluriel, un répertoire qui ne nous dise pas voilà, quelle est la grande solution pour tout le monde, mais qui nous permette d'identifier des choses qui fonctionnent, en fait, tout simplement. Et ça, alors en littérature, on n'est pas du tout habitué à faire ça. On est habitué à définir la valeur des textes suivant leur valeur esthétique, notamment, par exemple. Mais on n'est pas du tout habitué à y chercher des ressources, en fait, des ressources pratiques. Et là, au fond, donc, je suis passée à quelque chose de beaucoup plus pragmatique, où je me suis dit, j'ai ces centaines de récits. Est-ce que je peux trouver là-dedans des choses qui, effectivement, m'aident à penser la situation de telle façon que je puisse agir et qui me permettent aussi d'identifier, au fond, la manière dont on peut surmonter des obstacles qui sont aussi parfois des obstacles imaginaires ou narratifs, justement. Il y a de bonnes manières de raconter les histoires et de mauvaises manières de raconter les histoires. Les mauvaises, c'est facile d'une certaine manière de voir en quoi elles nous empêchent justement de penser. L'apocalypse, par exemple, c'est très facile de voir en quoi ça nous empêche d'agir. Complètement décourageant, l'apocalypse. Qu'est-ce que vous voulez faire contre l'apocalypse ? Mais savoir en revanche quelles sont les histoires qui nous aident, là c'est plus difficile, je trouve, de répondre à cette question et de vraiment identifier des pratiques qui nous soient utiles. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire, c'est pour ça que ça m'a pris 12 ans, de fouiller mon terrain et de l'étendre de telle façon à trouver d'autres récits que ceux que je croyais avoir déjà trouvés. Et c'est ce qui m'a conduite du coup à aller aussi sur place, à discuter avec des habitants, des militants, des universitaires, des chercheurs qui développaient en fait des pratiques dans lesquelles ils articulaient directement la question du récit ou de l'imaginaire et leurs pratiques politiques. Donc je me suis beaucoup intéressée à l'activisme narratif, à des pratiques de chercheurs, à des pratiques d'artistes qui réfléchissaient vraiment, parce que malgré tout je suis littéraire, à comment la représentation peut aider à surmonter une situation d'effondrement, mais vraiment de façon très précise et très située. Donc, pour finir, peut-être, je voudrais vous présenter quelques petits coups de sonde, en quelque sorte, dans quelques pratiques qui m'ont semblé intéressantes, et pour vous montrer un peu de façon vraiment microscopique comment j'ai travaillé. J'ai essayé de travailler notamment à partir de motifs. Parce qu'encore une fois, voilà, je me retrouve, je travaille aussi sur les récits des chercheurs de sciences sociales. Donc j'ai un corpus qui est vraiment infini, en fait. Et je me dis, bon, comment est-ce que je vais faire pour sonder ce corpus et pour y trouver ce que je cherche ? Enfin, c'est comme chercher une aiguille dans une boîte de foin, vraiment. Et à un moment, je me dis, bon, je vais essayer d'identifier des choses qui sont proches, mais qui font bouger un peu les choses. Donc, par exemple, je m'intéresse à un moment aux faisans. Les faisans, ils sont partout à Détroit parce que ça fait partie... vous savez peut-être, c'est des oiseaux qui ont été importés de Chine pour la chasse dans les années 1880, je crois, et qui ensuite se sont ensauvagés, entre guillemets. C'est-à-dire, au départ, ils sont vraiment élevés pour la chasse, et puis... ils s'ensauvagent et ils prolifèrent et on les trouve beaucoup dans les rues de Détroit au moment où la ville s'effondre. Parce que ils y trouvent un habitat, ma foi, assez favorable, disons. En plus, il y a beaucoup moins de pesticides dans Détroit qu'en dehors. Enfin, ils sont plutôt bien. Et donc, le faisan, ça va devenir le symbole de la renaissance de Détroit. Et cette idée, justement, que la ville n'est plus la ville phénix, c'est la ville faisan. On va en faire des pins, on va en faire des noms de fermes, on va en faire des documents de communication en tout genre. On va la retrouver en permanence. Et là, en fait, je la trouve à la fois chez Andrew Moore et chez Rebecca Solnit, qui décrivent en fait la même scène. Alors Andrew Moore, donc c'est le photographe dont je vous ai montré les photos tout à l'heure, qui fait Walden Street, là. Donc la ville ensauvagée, l'espoir dans l'éradication de l'être humain, en gros. Et il dit, voilà, de nos jours, ce n'est pas un phénix qui renaît des cendres de Détroit, mais 2 faisans qui s'envolent au-dessus de champs de mauvaises herbes dissimulant des tas de briques et de débris. Et lui, en fait, voilà, pour lui, le faisan, il en fait tout de suite une allégorie.
il le voit tout de suite comme quelque chose qui est un symbole d'espoir, et d'un espoir dont il n'arrive pas trop à cerner les contours pour l'instant, mais qui montrerait justement comment la ville peut renaître de ses cendres. Et Rebecca Solnit, alors je ne vais pas vous lire tout le texte, mais Rebecca Solnit, elle fait un long reportage à Détroit qui s'appelle Detroit Arcadia, donc l'Arcadie de Détroit. Et le titre ne rend pas trop justice à ce que c'est, parce qu'on se dit justement, oh zut, elle va parler que de l'utopie. Mais en fait, Solnit, ce qu'elle a de très fort, vous savez, Solnit, elle est connue pour le mansplaining, mais elle est connue aussi pour sa réflexion justement sur la manière dont l'entraide surgit dans des situations de catastrophe. Mais Solnit, en fait, elle essaye de garder toujours à la fois la notion de la violence sociale et la notion de l'entraide. Elle essaye vraiment de garder à l'esprit toujours que la ferme est peut-être une utopie, la ferme urbaine en l'occurrence, mais que c'est une utopie qui prend place dans qui est née de la violence et de l'abandon, en fait. C'est pas marrant de devoir faire un potager, en fait, parce qu'il n'y a plus de supermarché. C'est une contrainte et c'est pas un idéal, en fait. Et elle ne cesse de rappeler ça, très simplement. Et elle le fait, par exemple, en décrivant ce couple de faisans sauvages, elle aussi, qui jaillissent d'une rangée de légumes luxuriants et qui survolent une clôture anticyclone en direction d'un bâtiment incendié de l'autre côté de la rue. Elle le fait aussi en décrivant ces faisans qui ne sont pas plus natifs de Détroit que les arbres du paradis. En l'occurrence, en français, on dit frêne puant. Bon, on n'a pas la même dénomination, mais je ne sais pas pourquoi, qui poussent dans les gratte-ciel du centre-ville. Donc, elle décrit en fait la même scène, mais elle la décrit de façon beaucoup plus précise et beaucoup plus complexe, en fait, tout simplement. Elle ne décrit pas les faisans en général, mais deux faisans. Elle décrit la cohabitation du bâtiment incendié et de la rangée de légumes luxuriants. Elle décrit le fait que ces faisans, ils ne sont pas sauvages, justement, que ce n'est pas le retour de la nature, qu'en fait, ces faisans, c'est le produit de l'histoire, et c'est le produit aussi de l'histoire de la chasse, de l'extractivisme. Et donc, ce qu'elle essaye de montrer, c'est qu'il y a une écologie humaine et naturelle complexe, et que cette écologie humaine naturelle complexe, il faut la resituer dans une histoire longue, qui est une histoire d'une ville noire pour laquelle, là aussi, les fermes urbaines, et ça je pense qu'on a tendance à l'oublier quand on est français, les fermes urbaines sont, pour les Noirs américains, l'héritage de l'esclavage, en fait. C'est les jardins de subsistance que les esclaves avaient le droit de garder autour de la case ou à côté de la case, dans le domaine, dans la plantation, en fait. Donc, présenter ça comme un idéal et comme c'est formidable, regardez ce monde nouveau qui vient dans lequel vous allez pouvoir planter des légumes. Si vous le dites comme ça, en tout cas, c'est insupportable, en fait. C'est le produit d'une histoire extrêmement violente. Et donc, on ne peut pas le décrire comme un idéal. On peut le décrire, certes, comme quelque chose qui a de la valeur et qui, de fait, est poursuivi par beaucoup de gens sur place, mais qui est toujours précaire, qui est né de la précarité et qui reste précaire. Et ça, elle va vraiment insister justement sur le fait que ce n'est pas un idéal, que ce n'est pas une utopie, et elle va essayer d'en décrire la complexité. Un autre exemple, c'est l'exemple de Goobing. Alors Goobing, c'est un blog d'un... Je ne sais pas comment le décrire. Je l'ai rencontré, donc c'est Alex Alsup. C'est quelqu'un qui est passionné par les questions d'expulsion immobilière. Et quand je dis passionné, c'est que c'est vraiment son truc, quoi. Ça fait 15 ans. Il est arrivé dans cette ville de l'extérieur, il arrivait de New York. Et en fait, il s'est passionné pour le problème des expulsions immobilières, qui est un problème effectivement à Détroit absolument incroyable, puisque plus de 60% des maisons ont fait l'objet de procédures d'expulsion. Et lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est développer des pratiques dans lesquelles on voit les images de ruines que vous voyez, par exemple, chez Andrew Moore, mais il va remonter dans le temps grâce à Google Maps Archive et grâce à Bing. Donc, il va remonter dans le temps pour montrer comment étaient les maisons,
quelques années avant. Donc là, par exemple, 2009-2018. Et son but unique, c'est de montrer que les habitants ne sont pas partis, ils ont été chassés. Et ils ont été chassés en vertu d'une loi sur les expulsions dans le Michigan, qui est particulièrement sévère et qui fait que les gens se retrouvent à être expulsés si, par exemple, leur propriétaire n'a pas payé sa taxe foncière pendant 2 ans. Les propriétaires étant souvent des spéculateurs qui possèdent 500 maisons, qui ne savent même pas qu'ils ont des locataires parfois, et qui donc effectivement peuvent oublier de payer les taxes. Et donc les gens se retrouvent vraiment, les familles jetées à la rue. Et lui, voilà, il essaye juste par ces images, qui sont devenues des images virales, de montrer que les gens ne sont pas partis, qu'ils ont été chassés. C'est ça son objet. Et ça, voilà, c'est une manière de montrer en restituant tout simplement la profondeur du temps, en disant, vous voyez des ruines, vous voyez ces images qui circulent, mais en fait, il y avait des gens. Et si la maison, elle est devenue un déchet, c'est parce qu'il y a eu une politique qui a conduit à ça, en fait. C'est pas la nature, c'est pas une sorte de processus comme ça, inéluctable, tragique. C'est une loi qui fait que ces gens ont dû quitter leur maison. Et ça, vous le retrouvez beaucoup dans les récits des habitants. Les gens décrivent des situations, ils ont dû déménager 16 fois, changer les enfants 12 fois d'école. C'est très, très violent, en fait, cette loi, et c'est ça qu'il veut montrer. Et puis peut-être le dernier exemple, je ne sais pas du tout depuis combien de temps je parle, je sais qu'on a commencé en retard, mais le dernier exemple que je peux vous donner, c'est celui de cette artiste qui s'appelle Francisca Close, qui travaille sur la nature à Détroit, sur la nature sauvage, justement. Elle a écrit un livre écrit et pris en photo, de photos donc, de la ville sauvage, Detroit Notes from a Wild City. Et en fait, ce qu'elle essaye de montrer, c'est l'histoire de chaque parcelle. En fait, elle va s'approcher et elle va faire une enquête sur chacun des endroits qu'elle photographie. Et cette enquête va avoir recours à la fois à son savoir botanique, puisqu'elle a un très grand savoir botanique, et aussi à toute une enquête très précise sur l'histoire des lieux et ce qui les a rendus tels. Et là, par exemple, ce qu'elle vous montre, c'est une zone humide. Donc, elle décrit d'abord justement les plantes qui poussent là, qui sont des plantes qui poussent dans une zone humide. Et en fait, ensuite, elle explique que ce qui fait que c'est une zone humide, c'est que Détroit est une ville qui a d'énormes problèmes de canalisation. Ça fait 350 km². Le réseau n'est pas du tout entretenu, le réseau d'eau potable. Et donc, il y a des fuites monumentales partout. Et donc, ce que vous voyez là, c'est le produit, encore une fois, de la misère de cette ville. C'est pas du tout sauvage, c'est le produit de la violence et de l'abandon. Et ça a des conséquences très concrètes, là aussi, elle le décrit pour les habitants, qui sont que les factures d'eau à Détroit sont les plus chères, là aussi, de toute la région du Michigan, qui pourtant est une région très riche, parce qu'il y a tellement d'eau qui s'enfuit, en fait, des tuyaux, que l'eau coûte très, très cher. Et c'est ce qui fait que les habitants ne payent pas leurs factures pour une certaine partie d'entre eux. Et c'est ce qui fait qu'ils se retrouvent donc sans eau courante avec la proposition qu'on leur installe des puits. Donc elle raconte cette histoire de telle manière qu'on comprenne que cette image, ce qu'on croit voir n'est pas du tout ce qu'on voit. En fait, ce qu'on est en train de voir, c'est pas du tout l'ensauvagement d'une ville, c'est le produit des décennies de politique de délaissement, d'abandon, de ségrégation. Et comme le disent beaucoup de chercheurs à Détroit, le déclin est un processus actif. Les habitants n'ont pas été juste délaissés, ils ont vraiment fait l'objet de politiques actives d'abandon. Et tout ce qui leur fait défaut se voit à condition d'avoir les outils pour le voir et à condition de faire une enquête précise. Donc le livre est passionnant parce qu'elle a vraiment énormément lu, énormément enquêté. Et donc elle va essayer de vous montrer vraiment avec des très très longues légendes. Là vous voyez par exemple comment on différencie une ferme qui a l'air d'être une ferme urbaine mais qui en fait est une ferme pour le profit agriforestière qui appartient à un grand groupe
capitaliste, et puis une ferme, au contraire, qui va être une ferme autonome. Donc, elle va vraiment rentrer dans le détail et décrire les situations une à une. Alors ça, j'en parlerai ce soir, les images que je viens de montrer, peut-être pendant la petite table ronde la soirée sur la beauté. Mais je voulais finir donc avec cette citation de Solnit et avec 2, 3, 4 conclusions, mais très rapides. Le feu, le soufre et l'apocalypse imminente ont toujours eu beaucoup de succès à la tribune des universités, et l'apocalypse est toujours plus facile à imaginer que les étranges routes sinueuses vers ce qui va réellement arriver. Et je dirais qu'une des choses que m'a appris Détroit, c'est effectivement que les récits dont nous avons besoin sont des récits qui se déprennent, disons, de ces grands schémas de l'effondrement, du tous va s'effondrer ou de l'apocalypse, qui sont des schémas qui peuvent avoir leur vertu dans certains contextes, mais qui sont des schémas qui ne nous aident pas justement à imaginer la pluralité et la complexité de ce qui se passe, en tout cas dans une ville qui s'effondre. La deuxième conclusion rapide, c'est qu'on dit souvent que nous manquons de récits pour faire face à la crise écologique ou pour imaginer la suite. Or, ce n'est pas du tout ce que je constate, c'est-à-dire que quand on situe un peu sa pratique, quand justement on essaye de s'attacher à des lieux, on s'aperçoit au contraire que nous avons presque trop de récits. La question, c'est simplement de savoir lesquels dans ces récits, effectivement, peuvent nous être utiles. La troisième et dernière conclusion, disons, c'est qu'il me semble qu'on a besoin d'autres pratiques critiques. Et là, on va retrouver pour le coup un grand lieu commun, mais on a besoin de pratiques critiques qui soient situées, en fait. C'est-à-dire que justement, dès qu'on se situe à l'échelle d'une ville, on peut voir à cette échelle, on peut différencier ce qui a du sens et ce qui n'en a pas. On peut différencier les récits qui nous aident et les récits qui ne nous aident pas. Et puis je vais m'arrêter là, j'avais un quatrième truc, mais j'ai déjà beaucoup parlé et je ne sais pas si on a le temps du coup pour quelques questions, mais on a 10 minutes. Bon, pardon, du coup j'ai été trop bavarde. Mais voilà, si vous avez quelques questions, je serais ravie de vous écouter et merci beaucoup de votre attention surtout.